Bonjour Reynald, merci de m'accorder de ton temps pour cette interview. Je suis Frédéric Emmanuel Zvier, j'accompagne les hommes et les femmes qui le souhaitent à transformer leur vie grâce à une méthode ancienne qui vient de Chine, l'alchimie digestive taoïste. J'ai conçu le programme Synergie 5D, un parcours initiatique dans les Andes dont la particularité est d'offrir une expérience de reconnexion aux aspects les plus fondamentaux de l'existence, dont le lien entre la bonne santé des sols et notre propre bonne santé. Donc nous sommes ici à Masca, sur les hauteurs de la vallée sacrée des Incas, à 3200 mètres d'altitude. Tu es expert en régénération des sols. Pourquoi régénérer les sols ? Pourquoi régénérer les sols ? C'est une question à laquelle on peut répondre en commençant par faire un état des lieux. Et un état des lieux de l'agriculture que nous effectuons à travers le monde entier. C'est une agriculture qu'on appelle conventionnelle. Cette agriculture conventionnelle, par convention, elle utilise beaucoup de machines très lourdes et qui endommagent les sols de manière profonde, ainsi que l'utilisation de produits chimiques, pour ainsi nommer fongicides, herbicides, insecticides, tous des produits qui sont des produits tueurs. La conséquence de ça, c'est que nos sols sont lessivés. C'est-à-dire qu'ils sont de ce qui les rend vivants et productifs, c'est-à-dire la microbiologie des sols et la matière organique. C'est pour ça que j'ai créé Florescence System, dont je suis le créateur et le directeur général, qui a pour but d'utiliser la microbiologie des sols pour pouvoir redémarrer ce système de fertilité et de productivité des sols de manière organique. Ici, on parle de systèmes de graminées, de céréales, de légumineuses, d'agroforesterie dynamique. Et en plus de ça, Florescence System offre accès à des solutions productives pour des champignons gourmets médicinaux pharmaceutiques et en même temps l'accès au marché des carbones pour les agriculteurs qui produisent une agriculture qu'on appelle aujourd'hui régénérative. Reynald, avant cette mission que tu mènes en ce moment, que faisais-tu ? Avant de m'engager et de créer Florescence System, je travaillais dans la finance privée en Suisse. J'ai eu une période de travail de 7 ans environ, pendant laquelle j'ai travaillé pour une grande banque privée d'origine allemande. J'ai travaillé dans un département de pricing, c'est-à-dire d'établissement des prix pour des valeurs que les clients privés ont dans leur portefeuille. Et ensuite, je me suis engagé dans une autre activité financière où j'ai été responsable d'un bureau pour fonds d'investissement, autrement appelé hedge funds. Reynald, tu incarnes un changement de vie spectaculaire entre le monde de la finance et la régénération des sols. Je suis curieux de savoir à quel moment et dans quelles conditions tout a changé pour toi. À l'époque, je menais une vie, pour ainsi dire, mondaine. Joueur de rugby, la vie dans les bars, travaillant pour ces instituts financiers, déshumanisé, je ne savais pas je connaissais pas mes patrons, je ne savais pas pour qui je travaillais. À un tel niveau que je me suis senti
pour ainsi dire, quasi schizophrène. Travailler pour un système que je n'aimais finalement que très peu, et en regardant par la fenêtre un monde que j'imaginais, mais pour lequel je n'étais pas un acteur. D'où c'est ce sentiment de schizophrénie. Ensuite, travaillant dans le monde de la banque privée en Suisse, c'est un monde dans lequel il y a très peu d'humanité. On est dans l'extraction. Dans l'extraction, que ce soit des êtres humains, de l'exploitation des êtres humains, ou lié à un système qui lui-même est hautement extractif, qui ne considère notre planète Terre que comme une source de matières premières à valoriser à l'intérieur d'un système, entre guillemets, capitaliste. Ce qui m'avait aussi, quelque part, ce qui me choquait à l'époque, et j'en viens à ce moment de réalisation ultime, qui m'a impulsé dans une autre trajectoire réellement, c'est que les banques même investissent dans l'agriculture de manière massive. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans l'agrochimie, dans les machines, ou même dans l'achat en propriété de terrains productifs, entre guillemets, extractifs, à but valorisé, à but capitaliste. Ce soir-là, je revenais, j'avais probablement fait une partie de rugby, et je m'étais engagé dans la 3e mi-temps, à boire, à n'en plus pouvoir. Et au retour de chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert mon Facebook, et en regardant cet écran, finalement, j'ai vu le vide de ma vie. Je me suis vu moi-même fonctionnant dans un système qui n'avait aucun fondement éthique, aucune racine, aucune vision long terme, aucune intention de transmission, entre guillemets, pour les classes laborieuses. Je me suis effondré en larmes en face de mon Facebook, et à ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans la finance. Le détail à ce moment précis, c'est que j'ai pu me reconnecter avec un rêve d'enfant que j'avais toujours gardé en moi de manière, on va dire, non exprimée. C'était un rêve qui avait émergé lorsque j'avais vu ce dessin animé Phileas Fogg faisant le tour du monde en ballon. Et ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai décidé que je donnerais vie à mon rêve, ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui en face de toi, Frédéric. Reynald, il semble que nous soyons d'accord que l'agriculture est un pilier essentiel de nos vies. Est-ce que tu rejoins Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui disait que l'alimentation soit votre premier remède? Je suis ravi que tu me compares à Hippocrate, pour la simple et bonne raison que je n'étais même pas conscient que Hippocrate lui-même eût prononcé ces mots. Je pense que c'est peut-être 400 ans avant Jésus-Christ, l'époque à laquelle il était vivant. Et on peut dire aussi que nous sommes ce que nous mangeons. Cette agriculture conventionnelle dont nous parlions à l'instant, qui utilise des produits chimiques, autrement appelés poisons, sur toutes les bouteilles, les emballages de ces mêmes produits, on peut voir des têtes de mort ou des signes de précaution. Il y a même des agriculteurs que j'ai rencontrés personnellement qui se mettent des masques à gaz lorsqu'ils utilisent ces produits pour recharger leur machine. On parle de produits nocifs que nous déployons depuis des dizaines d'années sur toutes nos terres.
Et pire encore, de la même production, nous, sociétés humaines, mangeons. Si les plantes elles-mêmes absorbent ces produits, les gardent dans leur constitution et que nous les mangeons après, qui devient malade? Et nous créons une société humaine de gens malades. On peut approfondir cette conclusion en regardant des données statistiques claires du CDC ou de la USDA, donc qui sont des organismes américains de référence pour l'agriculture ou pour la santé des êtres humains, et on en ressort des chiffres dramatiques. L'augmentation de l'utilisation du glyphosate corrélée, c'est-à-dire dont la tendance d'augmentation en volume est aussi la même de l'augmentation de cas de maladies rares, Alzheimer, schizophrénie, maladie de Crohn, et j'en passe. C'est une agriculture qui rend les gens malades. Oui, Hippocrate et moi, on se joint à cette posture. Nous devons prendre soin de nos sols pour pouvoir produire des aliments sains, pour pouvoir avoir des sociétés humaines saines. L'une des conséquences scientifiques, factuelles, vraies de cette agriculture conventionnelle, c'est la perte nutritionnelle de la majorité des aliments que nous mangeons. Je vous engage, autant toi Frédéric que nos auditeurs, à rechercher. J'ai personnellement des ressources, des articles scientifiques, des recherches qui le montrent. Il y a certains aliments comme le chou qui ont perdu quasi 100% de leur valeur nutritionnelle depuis 100 ans. Je crois qu'on parle d'un panel d'une vingtaine d'aliments dont la moyenne de perte nutritionnelle est aux alentours des 50%. Qu'est-ce que ça... Cela doit nous engager à réfléchir réellement sur des thématiques de santé des êtres humains. Je vais prendre un exemple. Les obèses. Comment est-ce possible? On peut peut-être réfléchir et penser que du fait de l'accès à une nourriture d'apport nutritionnel, on est donc obligé d'en manger plus. Et l'estomac, arrivé à un certain niveau, ou on va dire grammage ou kilo d'alimentation, lui stocke. Et donc on devient obèse. Sans même parler, comme je le répète, maladie de Crohn, Alzheimer, déficit de l'attention, et j'en passe et des meilleurs. Donc Rénal, si je comprends bien, la régénération des sols va de pair avec une alimentation saine et du coup des humains sains. Et la question que je te pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités? Dans ma vision des choses, Frédéric, pour moi, c'est comment faire pour avoir un impact le plus gros et le plus positif possible à ce sujet. On parle d'agriculture et on parle de sociétés humaines. On peut aussi parler de culture humaine et agriculture. Comment ces deux choses-là sont liées? Tout simplement parce que toi ou moi, Frédéric, on est incapable de produire toutes les choses qui sont, entre guillemets, nos besoins. C'est donc grâce à notre communauté
que nous arrivons à produire la totalité des choses que nous avons besoin, qui nous permettent d'être une société humaine. Ça veut dire s'enlever, se sortir d'une posture de survie. Une fois que nous sommes sortis de cette posture et que nous avons nos besoins minimums ajustés, on peut développer une culture. On s'habille en bleu, on s'habille en jaune, on chante des chansons, on fait des sculptures, on fait des peintures, etc. etc. Pas d'agriculture, pas de culture. L'impact, pour augmenter cet impact, je crois qu'il faut aussi réfléchir à l'agriculture comme un pilier essentiel, comme on l'a dit, pour la souveraineté. La souveraineté des nations, mais la souveraineté des nations se base sur la souveraineté alimentaire des individus. Si demain, la France, le Québec, le Gabon, le Portugal, l'Espagne n'arrivent plus à produire ce dont elle a besoin pour alimenter son propre pays, soudain, on perd la souveraineté. Parce qu'on sera obligé d'importer depuis les pays voisins. Il y a pour moi une thématique adjacente à la souveraineté alimentaire qui m'est vraiment très très chère. C'est une vision que j'appelle créer des oasis et des sanctuaires. Pourquoi ? Quand on voit la manière dont l'agriculture conventionnelle est faite, elle est de biodiversité, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale, qu'elle soit d'insectes, qu'elle soit de macrobiologie ou de microbiologie. En recréant des zones oasis ou sanctuaires, on regarde la vie de ces sociétés humaines d'un point de vue beaucoup plus écosystémique. C'est-à-dire en équilibre, mais aussi avec une approche de biodiversité. Car on sait aujourd'hui que la biodiversité, qu'elle soit biologique ou humaine, apporte de la stabilité. La plus grande biodiversité, la plus grande stabilité. Aujourd'hui, on parle d'événements extrêmes, on parle de réchauffement climatique, on parle de choses comme ça, qui sont aussi une conséquence partielle de l'activité des êtres humains sur cette planète. Quand on change des milliards de micro-écosystèmes sur toute cette planète à travers l'agriculture que nous faisons, tous ces microsystèmes ajoutés les uns aux autres peuvent être vus comme des macro-écosystèmes. On change des écosystèmes bien plus grands. Ce qui, à mon sens, est aussi d'une importance grandissime, c'est faire évoluer le système éducatif appliqué à l'agriculture. Ça n'est pas un secret de polichinelle de dire que les universités d'agriculture sont sponsorisées par les plus grandes entreprises de l'agrochimie. Quelles sont les conséquences de ça ? Un système éducatif qui apprend à ses futurs agriculteurs une seule manière de faire l'agriculture. La dite agriculture conventionnelle, par exemple, a enlevé sa chaire de microbiologie des sols du système universitaire depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'on considère les sols et l'agriculture que d'un point de vue chimique et physique. Ce qui fait le jeu de cette industrie agrochimique qui, elle, ne vend que du produit minéral, synthétique, chimique. Changer les systèmes, faire évoluer le système éducatif, y inclure des techniques, des savoirs, des expériences de systèmes régénératifs, autrement dit
créatif, car il crée du vivant, est indispensable. Et je ne saurais être tant insistant à suggérer, à engager tout un chacun à aller de plus en plus au contact du vivant biologique non humain, les forêts, les rivières, les océans, et de les regarder, de les observer, de voir et de se laisser toucher par la beauté de cette biodiversité qui nous entoure, qui nous alimente, qui fait de nous des êtres humains. Si nous n'avions pas toute cette biodiversité à portée de main, avec la nourriture incluse, on serait des animaux. Et peut-être finalement, et peut-être vraiment très simplement, recommencer à planter des aliments, planter des arbres, quelle que soit la superficie, pour remettre les mains dans la terre, pour se reconnecter. Reynald, si tu devais laisser un message, une bouteille à la mer à ceux qui nous écoutent, ou peut-être tout simplement, Reynald, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui se trouve dans son bureau, dans un travail qui ne lui plaît pas forcément, mais qui n'a aucune idée de comment s'en extraire? Quel serait ton message? Par mon expérience, je dirais juste courage. Il faut aller de l'avant. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le courage, c'est cette impulsion qui vient du cœur. Le courage. Suivre son intuition, c'est-à-dire cette espèce de voix qu'on a à l'intérieur de nous qui nous guide et qui souvent nous dit la bonne direction. Essayer le plus possible d'être dans une dynamique d'ouverture, c'est-à-dire d'aller tenter de comprendre ce qu'aujourd'hui nous paraît étranger, nous paraît différent. Et là, je parle particulièrement des systèmes naturels. Et par cette curiosité, aussi se mettre dans une posture inclusive avec ce vivant. C'est-à-dire d'être des co-créateurs. On peut penser qu'un système agricole productif, il est designé par les êtres humains, en comprenant la manière dont fonctionne le vivant. On peut peut-être créer des systèmes à notre avantage qui respectent les règles fondamentales du vivant. Et là, je fais référence à des systèmes existants comme les systèmes agroforestiers dynamiques ou syntropiques, à une agriculture régénérative avec des couvertures végétales et tout un autre éventail d'outils existants qui sont là pour pouvoir exécuter cette agriculture régénérative bénéfique pour les êtres humains. Je crois aussi qu'il faut avoir le courage, encore une fois, de s'affirmer et de faire ce qu'on aime réellement. Et là, je parle en se basant sur des besoins fondamentaux. Le premier, une nourriture saine. Est-ce que ça nous intéresse? Ou est-ce qu'on préfère manger au Burger King et au McDonald's tous les jours? Avec les conséquences qui vont de pair. D'un point de vue peut-être un petit peu plus scientifique, remettre en question les conclusions de décennies de pratiques de culture et d'agriculture. Questionner, se demander si on peut faire différemment. C'est la base d'une possibilité d'évolution. Si on ne questionne pas, on reste dans le conservatisme, on reste dans le statu quo. Et aussi, je crois que se rassembler autour d'événements positifs, culturels, on l'a dit plus tôt, musical, danse. Je suis personnellement musicien, producteur, DJ. C'est important
d'avoir une pratique artistique, artisanale, créative, quelle qu'elle soit, pour réellement être humain.